soliloque. Ma mère cousait près de la fenêtre, mon père, assis devant la table, tout en aiguisant un canif sur une pierre noire, lisait à haute voix, en répétant 2 ou 3 fois chaque phrase, une histoire incompréhensible. C'était une homélie de Lamennais qui racontait l'aventure d'une grappe de raisin. Le père de famille la cueillait dans sa vigne, mais il ne la mangeait pas. Il la rapportait à la maison pour l'offrir à la mère de famille. Celle-ci, très émue, la donnait en cachette à son fils, qui, sans rien en dire à personne, la portait à sa sœur. Mais celle-ci n'y touchait pas non plus. Elle attendait le retour du père qui, en retrouvant la grappe dans son assiette, serrait toute la famille dans ses bras, en levant les yeux au ciel. Le périple de cette grappe s'arrêtait là, et je me demandais qui l'avait mangé, lorsque l'oncle Jules replia son journal et me dit sur un ton grave: « Voilà une page que tu devrais apprendre par cœur. » Je fus indigné par cette proposition agressive d'un travail supplémentaire, et je demandai: « Pourquoi ?» « Voyons, dit l'oncle, tu n'as donc pas été touché par le sentiment qui anime ces humbles paysans. » À travers la vitre, je regardais tomber la pluie qui vernissait en noir les branches du figuier, et je mordillais mon porte-plume. Il insista. Pourquoi cette grappe a-t-elle fait le tour complet de la famille? Il me regardait de ses yeux pleins de bonté. Je voulus lui faire plaisir et je concentrai toute mon attention sur ce problème. Dans un éclair, je dis la vérité et je m'écriai: « C'est parce qu'elle était sulfatée. » L'oncle Jules me regarda fixement, serra les dents et devint tout rouge. Il voulut parler. L'indignation lui coupa le souffle. Il essaya successivement 3 ou 4 syllabes gutturales, mais il était hors d'état de leur donner une suite qui eût précisé leur sens. Alors, il leva les bras au ciel, puis son derrière de sa chaise, et dit enfin, avec une grande violence: « Voilà, voilà, voilà !» Ces 3 exclamations débouchèrent le passage, et il put enfin s'écrier: « Voilà le résultat d'une école sans Dieu, les effets grandioses de l'amour, il les attribue à la crainte du sulfate de cuivre. Cet enfant, qui n'est pas un monstre, vient donc de faire spontanément une réponse monstrueuse. Mesurez, mon cher Joseph, la grandeur de vos effrayantes responsabilités. » « Voyons, Jules, dit ma mère, vous pensez bien qu'il a dit ça pour rire. » « Pour rire, s'écria l'oncle, ce serait encore pire. Je préfère croire qu'il n'a pas bien compris ma question. » Il se tourna vers moi. « Écoute-moi bien. Si tu trouvais une très belle grappe de raisin, une grappe admirable, unique, est-ce que tu ne la porterais pas à ta mère? » « Oh oui, dis-je sincèrement. »« Bravo, dit l'oncle, voilà une parole qui vient du cœur. » Et il se tourna vers mon père pour ajouter: « Je suis heureux de constater que, malgré le matérialisme atroce que vous lui enseignez, il a trouvé dans son cœur la loi de Dieu, et il garderait la grappe pour sa mère. » Je vis qu'il triomphait, et je vins au secours de mon père, car j'ajoutai: « Mais j'en mangerai la moitié en route. » L'oncle, mécontent, allait reprendre la parole lorsque mon père s'écria avec force: « Et il a raison, car enfin, si ces gens-là avaient de si beaux sentiments, ils devaient aussi se repasser le cœur de la salade, le blanc de la poularde et le foie du lapin. Et comme une vertu parfaite et forcément inaltérable, cette ronde des bons morceaux a
dû se poursuivre toute leur vie, pendant que ces malheureux, qui avaient tout de même besoin de se nourrir, se disputaient la tête du canard, l'os de la côtelette et le trognon du joug. Je viens de comprendre, grâce à lui, que cette histoire est d'une stupidité verticale. La vérité, c'est que votre Lamennais était un cagot, et que pour édifier les fidèles, il est tombé, comme tous les curés, dans un absurde prêchi-prêcha. À cette attaque frontale, l'oncle, la moustache brusquement hérissée, allait répondre avec vigueur lorsque ma tante Rose, qui, du fond de la cuisine où elle surveillait un civet de lapin, avait senti venir la bagarre, parut sur la porte. Elle brandissait le panier à salade, tandis que sa main gauche tenait par la pointe un capuchon noir de toile cirée, et elle cria gaiement: « Jules, il ne pleut presque plus. Vite, aux escargots. » Sans lui laisser une seconde, elle lui mit dans les mains le panier de grillage et lui enfonça le capuchon jusqu'aux narines, comme un éteignoir de la conversation. Il lui était difficile, en cet équipage, d'entamer une diatribe. Il essaya pourtant de rouler quelques airs, et nous entendîmes: « Vraiment trop triste et trop affreux, ce pauvre enfant. » Mais ma tante, qui l'avait fait pivoter en riant, le poussa dehors sous une pluie battante, puis elle referma la porte et lui envoya, à travers la vitre, un baiser dont la tendresse n'était pas feinte. Enfin, elle se retourna vers nous, soudain fâchée, et dit: « Joseph, vous n'auriez pas dû commencer. » L'oncle Jules, qui aimait la pluie, ne revint qu'au bout d'une heure, trempé mais joyeux. Une belle barbe de bave pendait sous le panier à salade. L'oncle avait des épaulettes d'escargot, et le chef de la tribu, qui était énorme, orientait en vain ses cornes à la pointe du capuchon noir. Mon père jouait de la flûte, ma mère l'écoutait en ourlant des serviettes, la petite sœur dormait sur ses avant-bras, et je faisais une partie de domino avec Paul. L'oncle fut accablé de félicitations, et il ne fut plus question de l'amener. Mais le soir, à dîner, il prit une cruelle revanche. Ma mère venait de poser sur la table le civet de lapin, nimbé du parfum des aromates. D'ordinaire, à cause de mes grands efforts scolaires, le foie m'était réservé, et dans la sauce veloutée, je le cherchais déjà des yeux. L'oncle Jules le vit avant moi et le piqua au bout de sa fourchette. Il le dressa dans la lumière de la lampe, l'examina, le flaira et dit: « Ce foie est admirablement cuit, il est sain, il paraît tendre et onctueux. C'est certainement un morceau de joie. Je me ferai donc un devoir de l'offrir à quelqu'un. S'il n'y avait pas à cette table certaines personnes qui le croiraient empoisonné. » Sur quoi il éclata d'un rire sarcastique, et sous mes yeux, il le dévora. Vers le 15 août, il nous fut révélé que de grands événements se préparaient. Un après-midi, tandis que je plantais le poteau de torture sur un petit tertre gazonné, Paul vint en courant m'annoncer une étrange nouvelle. L'oncle Jules est en train de faire la cuisine. Je fus si étonné que j'abandonnai aussitôt mon entreprise pour aller éclaircir le mystère de l'oncle Jules le cuisinier. Il était devant le fourneau et surveillait une grésillante poêle à frire. Elle contenait d'épaisses pastilles blondes qui mijotaient en sifflotant dans de la graisse bouillante. Une odeur écœurante emplissait la cuisine, et je décidai aussitôt que je n'en mangerais pas. « Oncle Jules, qu'est-ce que c'est ?
demanda Paul. Non, dit l'oncle en riant, on ne les mangera pas, ni ce soir, ni jamais. Alors, pourquoi les fais-tu cuire? Pour faire parler les petits garçons. Maintenant, allez jouer dehors, parce que si vous recevez des éclaboussures de graisse bouillante, vous aurez toute votre vie une figure de passoire. Allez, filez. Une fois dehors, Paul me dit, la cuisine, il ne sait pas la faire. Moi, je crois que ce n'est pas de la cuisine. Je crois que c'est un secret. On va demander à papa. Mais papa n'était pas là. Il était parti avec sa femme faire une excursion, sans nous, ce qui me parut une trahison. Il nous fallut attendre jusqu'au soir. L'après-midi fut consacré à la composition d'un admirable chant de mort d'un chef Comanche, paroles et musique. Adieu, prairie, la flèche ennemie a désarmé mon brave vengeur, mais sous la torture, mon cœur reste pur et étonne le voyageur. Lâche Pawnee, tu t'ingénies, entends mon rire sarcastique. De tes tortures, je n'ai cure, c'est des piqûres de moustiques. Il y avait 7 ou 8 couplets. Je montai dans ma chambre et je répétai longuement dans le silence et la solitude. Je m'occupai ensuite de la peinture de guerre de Paul, puis de la mienne. Enfin, couronné de plumes, les mains liées derrière le dos, je m'avançai gravement jusqu'au poteau de torture, auquel Paul m'attacha solidement, en poussant quelques cris rauques qui représentaient des injures Pawnee. Puis il dansa cruellement autour de moi, pendant que j'entonnais le chant de mort. J'y mis une sincérité si grande, et je réussis si bien le rire sarcastique, que mon bourreau s'éloigna prudemment, un peu inquiet. Mais mon triomphe éclata dans le dernier couplet. Adieu, mes frères, adieu, Primevère, adieu, mon cheval et mes étriers. Consolez ma mère qui pleure, et dites-lui que, tout à l'heure, son fils est mort comme un guerrier. Je fis un trémolo si pathétique que j'en fus bouleversé moi-même, et mon visage se couvrit de larmes. Alors, je laissai retomber mon menton sur ma poitrine, je fermai les yeux, et je mourus. J'entendis un sanglot déchirant, et je vis Paul qui s'enfuyait en hurlant. Il est mort, il est mort. C'est mon père qui vint me délivrer, et je vis bien qu'il avait envie d'ajouter à mes tortures fictives une calotte véritable. Mais j'étais fier de mon succès de cabotin, et je me proposais d'en donner une représentation après le dîner, lorsqu'en traversant la salle à manger pour aller me laver les mains à la cuisine, j'eus une admirable surprise. Papa et l'oncle Jules avaient mis toutes les rallonges de la table, recouvertes d'une toile de sac, et sur cette immensité étaient alignées toutes sortes de merveilles. Il y avait d'abord des rangées de cartouches vides, et chaque rang avait sa couleur. Rouge, jaune, bleue, verte, puis de petits sacs de toile écrue, pas plus grands que la main et lourds comme des pierres. Chacun portait un grand numéro noir. 2, 4, 5, 7, 9, 10. Il y avait ensuite une sorte de petite balance à un seul plateau, et, fixée au bord de la table par une pince à vis, un étrange appareil de cuivre muni d'une manivelle à boutons de bois. Enfin, au beau milieu, trônait le plat cuisiné par l'oncle Jules. Voilà, dit-il, ce que je faisais cuire ce matin. Ce sont des bourres grasses.
Pourquoi faire demanda Paul. C'est pour faire des cartouches, dit mon père. Tu vas aller à la chasse demandai-je. Mais oui, avec l'oncle Jules. Mais oui, tu as un fusil. Mais oui, et où est-il? Tu le verras tout à l'heure. Pour le moment, va te laver les mains parce que la soupe est servie. Pendant le dîner, sous le figuier, la conversation fut passionnante. Mon père, enfant des villes et prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume, mais l'oncle Jules avait chassé depuis son enfance, et il n'en faisait pas mystère. Dès le potage, ils se mirent à parler de gibier. Que croyez-vous que nous allons trouver dans ces collines demanda mon père. Je me suis renseigné au village, dit l'oncle. On vous a sûrement donné de faux renseignements, répliqua mon père, car ces paysans sont jaloux du gibier. Mon oncle fit un sourire malin. Bien sûr, dit-il, mais je n'ai pas avoué que nous allions chasser. J'ai simplement demandé quelle sorte de gibier il pourrait nous vendre. Ça, c'est de la malice, dit mon père. J'admirais cette ingéniosité, mais il me sembla qu'elle allait contre nos principes. Et que vous ont-ils proposé? D'abord des petits oiseaux. Des tout petits? Demanda ma mère, choquée. Eh oui, dit l'oncle, ces sauvages tuent tout ce qui vole. Pas les papillons, dit Paul. Non, les papillons, c'est réservé aux garçons, mais ils tuent même les fauvettes. Ce sol est bien ingrat, dit mon père. Que peut-on récolter sans eau? Dans l'ensemble, ils sont vraiment très pauvres, et la chasse les aide à vivre. Ils vendent les gros oiseaux, et ils mangent les petits. Sans compter, dit l'oncle, qu'une belle petite brochette de bec-figue. En tout cas, s'écria ma tante, je te défends bien de tuer des canaris. Ni les canaris, ni les perroquets, c'est juré. Mais les culs blancs et les ortolans. Les ortolans, c'est délicieux, dit ma tante. Et les grives, dit l'oncle, en clignant de l'œil. Vous nous permettez les grives? Oh oui, dit ma mère. Joseph sait les faire à la broche. Nous en avons mangé l'année dernière à la Noël. Moi, dit Paul, quand je vois une grive, je la mange toute, mais pas le bec. Ensuite, dit l'oncle, je crois que nous pouvons compter sur des lapins. Oh oui, dis-je, il y en a même près de la maison. Ils ont fait leur cabinet près du gros amandier. C'est plein de bêtes. Pas de gros mots, dit ma mère sévèrement. Ensuite, poursuivit l'oncle, nous rencontrerons sûrement des perdrix, et qui plus est, des perdrix rouges. Toutes rouges, dit Paul. Non, elles sont marron, la gorge noire, avec des pattes rouges, et de belles plumes rouges aux ailes et à la queue. Ça fera bien pour les chapeaux d'Indien. Ensuite, dit l'oncle, on m'a parlé de lièvres. Pourtant, dit mon père, François m'a affirmé qu'il n'y en avait pas. Offrez-lui donc 6 francs par lièvre, et vous verrez qu'il vous en apportera. Il les vend 5 francs à l'auberge de Pichoris. J'espère que nos fusils nous épargneront le chagrin de les payer. Ça, dit mon père, ce serait beau. Je conviens que c'est un joli coup de fusil, mon cher Joseph, mais il y a mieux. Dans les ravins du Taoumé, il y a le roi des gibiers. Et quoi donc? Devinez, dit l'oncle. Des éléphants, s'écria Paul. Non, dit l'oncle. Mais devant la déception du petit frère, il ajouta. Je ne crois pas qu'il y ait des éléphants, mais après tout, je n'en suis pas sûr. Allons, Joseph, faites un petit effort. Le gibier le plus rare, le plus beau, le plus méfiant, le gibier qui est le rêve du chasseur. J'intervins. De quelle couleur c'est? Brun, rouge et or. Des faisans, s'écria mon père.
cerf-volant. Du point de vue du gourmet, sa chair est dure et sans goût. Pour la rendre à peu près comestible, il faut la laisser se faisander, c'est-à-dire se pourrir. Non, le faisan n'est pas le roi des gibiers. Alors, dit mon père, quel est le roi des gibiers? L'oncle se leva, les bras en croix, et dit la Bartavelle. Pour prononcer ce mot, il avait élargi sa diction, tout en ouvrant des yeux émerveillés. Cependant, l'effet qu'il attendait ne se produisit pas, car mon père demanda qu'est-ce que c'est? L'oncle ne fut nullement décontenancé. Vous voyez, s'écria-t-il d'un ton satisfait, ce gibier est si rare que Joseph lui-même n'en a jamais entendu parler. Eh bien, la Bartavelle, c'est la perdrix royale, et plus royale que perdrix, car elle est énorme et rutilante. En réalité, c'est presque un coq de bruyère. Elle vit sur les hauteurs, dans les vallons rocheux, mais elle est aussi méfiante qu'un renard. La compagnie a toujours 2 sentinelles, et il est très difficile de l'approcher. Moi, dit Paul, je sais comment il faut faire. Je me coucherai à plat ventre, et je glisserai comme un serpent, sans respirer. Voilà une bonne idée, dit l'oncle Jules. Dès que nous verrons des Bartavelles, nous viendrons te chercher. Vous en avez tué souvent? Demanda ma mère. Non, dit l'oncle d'un air modeste. J'en ai vu plusieurs fois dans les Basses-Pyrénées. Je n'ai pas eu l'occasion de les tirer. Mais qui vous a dit qu'il y avait des Bartavelles dans le pays? C'est ce vieux braconnier qui s'appelle Mondé Parpailloun. Je demandai, c'est un noble? Je ne crois pas, dit mon père. Ça veut dire Edmond des papillons. Ce nom me ravit, et je me promis de rendre visite au mystérieux seigneur. En a-t-il vu? Demanda mon père. Il en a tué une l'année dernière. Il l'a portée en ville. On la lui a payé 10 francs. Mon Dieu, dit ma mère en joignant les mains, si vous pouviez en rapporter une par jour, moi, ça m'arrangerait bien. Ce n'est pas seulement le rêve du chasseur, dit mon père, c'est aussi la chimère de la ménagère. Ne parlez plus de Bartavelle, mon cher Jules, je vais en rêver cette nuit, et ma chère femme en perd la raison. Ce qui m'ennuie, dit la tante Rose, c'est que, d'après la bonne, il y a aussi des sangliers. Des sangliers, dit ma mère, inquiète. Eh oui, dit l'oncle en souriant, des sangliers. Mais rassurez-vous, ils ne viendront pas jusqu'ici. Au plus fort de l'été, quand les sources sont à sec dans la chaîne de Sainte-Victoire, ils descendent jusqu'à la petite conque du Puy du Mûrier, la seule source de la région qui ne tarisse jamais. L'année dernière, Baptistin en a tué 2. Mais c'est effrayant, dit ma mère. Pas du tout, dit Joseph, rassurant. Le sanglier n'attaque pas l'homme. Il le fuit, au contraire, de très loin, et il faut de grandes précautions pour l'approcher. Comme les Bartavelles, s'écria Paul. À moins, dit l'oncle d'un ton grave, qu'il ne soit blessé. Et vous croyez qu'il peut tuer un homme? Fichtre, s'écria l'oncle. J'avais un ami de chasse qui s'appelait Malbousquet. C'était un ancien bûcheron qui était devenu manchot à la suite d'un accident de travail. Qu'est-ce que c'est, manchot? Demanda Paul. Ça veut dire qu'il n'avait plus qu'un bras. Alors, comme il ne pouvait plus manier sa cognée, il s'était mis braconnier. Avec un seul bras, dit Paul. Eh oui, avec un seul bras. Et je te garantis qu'il tirait juste. Il ramenait tous les jours des perdrix, des lapins, des lièvres qu'il vendait en cachette au cuisinier du château. Eh bien, un jour, Malbousquet s'est trouvé nez à nez avec un sanglier. Une bête pas très grosse, 70 kilos exactement, car nous l'avons pesé après,
Malbousquet s'est laissé tenter. Il a tiré et il ne l'a pas manqué. Mais la bête a eu la force de le charger, de le renverser et de le mettre en pièces. Oui, en pièces, répéta mon oncle. Quand nous l'avons trouvé, nous avons d'abord vu, au milieu du sentier, un long cordon jaune et verdâtre qui avait bien 10 mètres de long. C'étaient les tripes de Malbousquet. Ma mère et ma tante poussèrent des «Oh» écœurés, tandis que Paul éclatait de rire et battait des mains. Jules, dit ma tante, tu ne devrais pas raconter ces horreurs devant les enfants. Au contraire, dit mon père, qui voyait une valeur éducative dans toutes les catastrophes. C'est excellent pour leur gouverne. Il est bon qu'ils sachent que le sanglier est un animal dangereux. Si par miracle vous en voyez un, grimpez immédiatement à l'arbre le plus proche. Joseph, dit ma mère, tu vas me promettre que toi aussi tu monteras sur l'arbre et sans tirer un seul coup de fusil. Il ferait beau voir, s'écria l'oncle. Je vous ai dit que Malbousquet n'avait pas de chevrotine, mais nous en avons. Il alla chercher dans un tiroir une poignée de cartouches qu'il posa sur la table. Elles sont plus longues que les autres parce que j'ai mis double charge de poudre, dit-il. Avec ça, l'animal reste sur le carreau. À condition, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, de tirer au défaut de l'épaule gauche. Faites bien attention, Joseph. J'ai dit gauche. Mais, dit Paul, s'il part en courant, tu ne vois plus que ses fesses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rien de plus simple, et ça m'étonne que tu ne l'aies pas deviné. On lui tire dans la fesse gauche. Pas du tout, dit l'oncle. Il suffit de savoir que le sanglier aime beaucoup les truffes. Et alors? Demanda ma mère, très intéressée. Voyons, Augustine, dit l'oncle. Vous vous penchez vers votre côté gauche et vous criez le plus fort possible vers la gauche. Ah, la belle truffe! Alors le sanglier, séduit, se retourne en pivotant sur sa gauche et vous présente son épaule gauche. Ma mère éclata de rire avec moi. Mon père sourit et Paul déclara: Tu dis ça pour rire. Mais il ne riait pas lui-même, car il n'était sûr de rien. Le dîner cinégénique avait duré beaucoup plus longtemps que d'ordinaire, et il était 9 heures lorsque nous quittâmes la table pour aller commencer la fabrication des cartouches. Je fus admis à y assister, car je fis remarquer qu'il s'agissait d'une leçon de choses. Une demi-heure, pas plus, dit ma mère, et elle emporta Paul qui, tout en dormant, gémissait de faibles protestations. Et tout d'abord, dit mon oncle, examinons les armes. Il alla prendre dans le buffet, derrière les assiettes, un bel étui de cuir fauve. Je fus tout honteux de ne pas l'avoir découvert plus tôt, et il en tira un très joli fusil qui paraissait tout neuf. Les canons étaient d'un beau noir mat, la gâchette était nickelée, et sur la crosse sculptée s'allongeait un chien noyé dans le bois verni. Mon père prit l'arme de l'oncle, l'examina et fit un petit sifflement d'admiration. C'est le cadeau de noces de mon frère aîné, dit l'oncle, un calibre 16 de Vernet-Garon, à percussion centrale. Il le reprit, fit jouer les verrous, l'arme s'ouvrit avec un joli clic, et il regarda la lampe à travers les canons. Parfait
aussi moderne, mais c'est mon père qui me l'a donnée. Ayant ainsi transformé cette antique pétoire en un respectable souvenir de famille, il tira de l'étui les 3 morceaux d'un immense fusil. L'oncle les prit, les ajusta et les verrouilla avec une rapidité magique. Puis, considérant les dimensions de l'arme, il s'écria: Seigneur Dieu, c'est une arquebuse. Presque, dit mon père, mais il paraît qu'il est très précis. Ce n'est pas impossible, dit l'oncle. La crosse n'en était pas sculptée et elle avait perdu son vernis. La gâchette n'était pas nickelée et les chiens étaient si grands qu'ils avaient l'air d'un ouvrage de ferronnerie. Je me sentis un peu humilié. L'oncle Jules ouvrit la culasse et l'examina d'un air pensif. Si ce n'est pas un calibre inconnu de l'ancien temps, ça doit être un 12. Oui, c'est un 12, affirma mon père. J'ai acheté des douilles du calibre 12. À broche, bien entendu. Oui, à broche. Il prit dans une boîte de carton 2 ou 3 cartouches vides qu'il tendit à l'oncle. De leur base de cuivre sortait un petit clou sans tête. L'oncle en glissa une dans le canon. Il est légèrement dilaté, dit-il, mais c'est effectivement un 12 à broche. Ce système a été abandonné depuis assez longtemps parce qu'il présente un certain danger. Quel danger? Demanda ma mère. Minime, dit l'oncle, mais danger tout de même. Voyez-vous, Augustine, c'est en frappant sur ce petit clou de cuivre que le chien met le feu à la poudre. Mais ce petit clou est extérieur, rien ne le protège. Il peut recevoir un choc imprévu. Par exemple, si une cartouche échappe au doigt du chasseur, et si elle tombe sur la broche, elle peut éclater à vos pieds. Ça, ce ne serait pas mortel, dit Joseph d'un ton rassurant. Et puis, il ne m'arrivera jamais de laisser tomber une cartouche. Pourtant, dit ma mère à mi-voix, tu as laissé tomber 3 fois la savonnette ce matin. D'abord, dit mon père vexé, une savonnette est un objet extrêmement glissant, parce que c'est un corps gras, ce qui n'est pas le cas d'une cartouche. Ensuite, on ne prend guère de précautions quand on saisit une savonnette. On sait bien qu'elle n'explosera pas. Enfin, il faut ajouter que j'avais les yeux fermés puisque je me savonnais la tête. Et aucun homme de bon sens ne ferme les yeux pour manipuler des cartouches. Donc, rassure-toi sur ce point. Joseph a raison, dit l'oncle, et je suis à peu près sûr qu'il ne laissera pas tomber ses munitions. Mais il peut y avoir d'autres accidents, et j'en ai vu un très singulier. J'étais très jeune, puisque c'était le temps des fusils à broche. Le président de la société de chasse, M. Bézanet, il prononçait Bézanette, était si gros que de loin, la nuit, on l'aurait pris pour un demi-muide, et il avait fallu coudre ensemble 2 cartouchières pour lui en faire une. Un jour, après un bon déjeuner de chasseur, il a glissé et il a roulé du haut en bas des escaliers avec son immense cartouchière autour du corps. Elle était garnie de cartouches à broche. Eh bien, on aurait dit un feu de peloton. Et j'ai le regret de vous apprendre qu'il en est mort. Joseph, dit ma mère toute pâle, il faut acheter un autre fusil, sinon tu n'iras pas à la chasse. Allons donc, dit mon père en riant. D'abord, je n'ai rien d'un demi-muide, et ensuite je ne présiderai pas un bon déjeuner de chasseurs dans un pays de grands financiers, car je suis bien sûr que l'explosion de M. Bézanette a dû libérer d'abord un geyser de vin rouge. C'est assez probable, dit l'oncle Jules en riant, et d'ailleurs, Augustine, je puis vous assurer qu'un tel accident est encore unique en son genre. Il se leva brusquement
chose. Ma mère me cria « Reste où tu es, ne bouge pas ». L'oncle répéta 5 ou 6 fois sa manœuvre, visant tour à tour la pendule, la suspension, le tourne-broche. Enfin, il rendit sa sentence. Ce fusil est très ancien et il pèse 3 livres de trop, mais il est bien en main et il monte bien à l'épaule. À mon avis, c'est une arme excellente. Mon père fit un beau sourire et il regardait l'assistance avec une certaine fierté, lorsque l'oncle ajouta « Si toutefois il n'éclate pas ». « Quoi ?» dit ma mère, épouvantée. « Ne craignez rien, Augustine, nous ferons tous les essais nécessaires et nous tirerons les premières cartouches à la ficelle. S'il éclate, Joseph n'aura plus de fusil, mais il conservera sa main droite et ses yeux. » Il examina de nouveau la cuirasse et dit encore « Il se pourrait aussi que, sous l'effet d'une charge un peu forte, il change de calibre et se transforme en canardière. Enfin, nous serons fixés demain. Ce soir, préparons nos munitions. » Il prit une voix de commandement. « Tout d'abord, éteignez tous les feux de la maison. Le danger que représente cette lampe à pétrole est déjà assez grand. » Il se tourna vers moi pour ajouter « On ne plaisante pas avec la poudre. » Ma mère, terrorisée, courut à la cuisine et versa une casserole d'eau sur les dernières miettes de braise qui rougeoyaient encore dans le fourneau. Cependant, mon père vérifiait l'étanchéité de la lampe de cuivre et la solidité de la suspension. Ces précautions prises, l'oncle s'assit devant la table et fit placer mon père en face de lui. Ma tante, pour qui cette dangereuse cérémonie semblait n'avoir aucun secret, monta dans sa chambre pour donner son biberon au petit Pierre et n'en redescendit plus. Ma mère s'était assise sur une chaise à 2 mètres de la table. Je restais debout devant elle, entre ses genoux. Je pensais qu'ainsi mon corps la protégerait en cas d'explosion. Alors mon oncle prit une des fioles de fer blanc et gratta avec précaution la bande gommée qui en assurait l'étanchéité. Je vis paraître, sortant du bouchon, un minuscule cordonnet noir. Il le saisit délicatement entre le pouce et l'index. Il tira, le bouchon suivit. Alors il inclina le culot vers la feuille de papier blanc et une pincée de poudre noire en sortit. Je m'approchai, hypnotisé. C'était donc ça, la poudre, la terrible substance qui avait tué tant de bêtes et tant d'hommes, qui avait fait sauter tant de maisons et qui avait lancé Napoléon jusqu'en Russie. On aurait dit du charbon pilé, rien de plus. Mon oncle prit un gros dé à coudre de cuivre fixé au bout d'un petit manche de bois noir. « Voici la jaugette pour mesurer la charge, me dit-il. Elle est graduée en grammes et en décigrammes, ce qui nous permet une précision suffisante. » Il la remplit à ras-bord et la vida sur le plateau du trébuchet. Le plateau descendit puis remonta lentement et resta en équilibre. « Elle n'est pas humide, dit-il. Elle pèse son juste poids. Elle brille. Elle est parfaite. » Alors commença le remplissage des douilles, opération à laquelle mon père collabora. Il enfonçait sur la poudre des bourres grasses cuisinées par l'oncle Jules. Puis ce fut le tour des plombs, puis d'une autre bourre, et cette dernière fut surmontée d'une rondelle de carton sur laquelle un gros chiffre noir indiquait la grosseur du plomb. Ensuite eut lieu le sertissage. Le petit appareil à manivelle rabattit le bord supérieur
la cartouche et en fit une sorte de bourrelet qui enferma définitivement la meurtrière combinaison. Le 16, demandai-je, c'est plus gros que le 12. Non, dit l'oncle, c'est un peu plus petit. Pourquoi? Oui, dit mon père, pourquoi les plus petits numéros sont ceux des calibres les plus gros? Ce n'est pas un grand mystère, dit l'oncle Jules d'un air doctoral, mais vous faites bien de me poser la question. Un calibre 16, c'est un fusil pour lequel on peut fabriquer 16 balles rondes avec une livre de plomb. Pour un calibre 12, la même livre de plomb ne fournit que 12 balles rondes, et s'il existait un calibre 1, il tirerait des balles d'une livre. Voilà une explication fort claire, dit mon père. Est-ce que tu as compris? Oui, dis-je, plus on fait de balles avec la livre, moins elles sont grosses. Et alors ça fait que le trou du fusil est plus petit quand c'est un gros numéro. Vous parlez bien d'une livre de 500 grammes? Je ne crois pas, dit l'oncle. Je crois qu'il s'agit d'une livre ancienne, celle de 480 grammes. Ah, merveille, dit mon père soudain très intéressé. Pourquoi? Parce que je vois là une mine de problème pour le court moyen. Un chasseur qui possédait 760 grammes de plomb a pu fondre 24 balles pour son fusil, sachant que le poids de l'ancienne livre est de 480 grammes et que le chiffre représentant le calibre représente aussi le nombre de balles que l'on peut faire pour son arme avec une livre de plomb. Quel est le calibre de son fusil? Cette invention pédagogique m'inquiéta un peu, car je craignais qu'elle ne fût expérimentée aux dépens de mes jeux. Mais je fus rassuré par la pensée que mon père paraissait trop enflammé par sa nouvelle passion pour sacrifier ses vacances à la dévastation des miennes, et la suite me prouva que j'avais raisonné juste. La soirée, qui se termina par l'alignement d'un bataillon de cartouches multicolores, rangés comme des soldats de plomb, m'avait très vivement intéressé. Pourtant, je sentais une sorte de gêne, une insatisfaction dont je n'arrivais pas à préciser la cause. C'est en tirant mes chaussettes que je la découvris. L'oncle Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, lui qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, d'un air ignare, comme un élève. J'en étais honteux et humilié. Le lendemain matin, pendant que ma mère versait du café dans mon lait, je lui fis part de mes sentiments. Ça te plaît, toi, que papa aille à la chasse? Pas trop, me dit-elle, c'est un amusement dangereux. Tu as peur qu'il tombe dans l'escalier avec ses cartouches? Oh non, dit-elle, il n'est pas si maladroit, mais tout de même, cette poudre, c'est traître. Eh bien, moi, ce n'est pas pour ça que ça ne me plaît pas. Alors, c'est pourquoi? J'hésitai un instant, que je mis à profit pour avaler une bonne gorgée de café au lait. Tu n'as pas vu comme l'oncle Jules est fier? C'est toujours lui qui commande et qui parle tout le temps. C'est justement pour lui apprendre, et il le fait par amitié. Moi, je vois bien qu'il est rudement content d'être plus fort que papa, et ça ne me plaît pas du tout. Papa le gagne toujours, aux boules et aux dames, et là, je suis sûr qu'il va perdre. Je trouve que c'est bête de jouer à des jeux qu'on ne sait pas. Moi, je ne joue jamais au ballon parce que j'ai les mollets trop petits, et les autres se moqueraient de moi, mais je joue toujours aux billes, ou au bar, ou à la marelle.
puisque ça l'amuse, ça lui fera beaucoup de bien, même s'il ne tue pas de gibier. S'il ne tue rien, eh bien moi, ça me dégoûtera. Oui, ça me dégoûtera, et moi, je ne l'aimerai plus. J'avais une envie de pleurer que j'étouffais d'une tartine. Ma mère le vit bien, et elle vint m'embrasser. Tu as un peu raison, me dit-elle. C'est bien vrai qu'au commencement, papa sera moins fort que l'oncle Jules, mais au bout d'une semaine, il sera aussi adroit que lui, et dans 15 jours, tu verras que c'est lui qui donnera des conseils. Elle ne mentait pas pour me rassurer, elle avait confiance, elle était sûre de son Joseph, mais moi, j'étais dévoré d'inquiétude, comme le seraient les enfants de notre vénéré président de la République s'il leur confiait son intention de s'engager dans le Tour de France cycliste. La journée du lendemain fut encore plus pénible. Tout en nettoyant les fusils, dont les pièces étaient étalées sur la table, l'oncle Jules commença le récit de ses épopées cinégéniques. Il disait que dans son Roussillon natal, à travers les vignes et les pinèdes, il avait abattu des dizaines de lièvres, des centaines de perdrix, des milliers de lapins, sans parler des pièces rares. Un soir, je rentrais bredouille et j'étais furieux car j'avais manqué 2 lièvres coup sur coup. Pourquoi? Dit Paul, la bouche ouverte et les yeux ronds. Je n'en sais fichtre rien. Le fait est que j'étais honteux et découragé. Mais en sortant du bosquet de Taps, j'entre dans la vigne de Bousqueyrolles et que vois-je? Oui, que vois-je? Dit Paul d'un air d'angoisse. Je m'écriai, une bartavelle. Non, dit l'oncle, ça ne volait pas, et c'était bien plus gros. Que vois-je? Disais-je. Un blaireau énorme qui avait déjà dévasté toute une rangée de raisins de table. J'ébole, je tire. C'était toujours la même chose, et pourtant toujours nouveau. L'oncle tirait, puis par précaution il doublait, et l'animal foudroyé s'ajoutait à la liste interminable des victimes. Mon père écoutait ces récits glorieux, mais il ne disait rien. Sagement, comme un apprenti, il ramenait le canon de son fusil avec une brosse ronde fixée au bout d'une longue baguette, pendant que je polissais mélancoliquement la gâchette et le pontet. À midi, les armes furent remontées, huilées, astiquées, et l'oncle Jules déclara: On les essaiera cet après-midi. Le feuilleton de ses exploits continua pendant tout le repas et s'étendit jusqu'aux Pyrénées pour le récit d'une chasse au chamois. Je prends ma lorgnette, et que vois-je? Paul en oubliait de manger, si bien que ma mère et ma tante, après la mort de 2 chamois, prièrent le récitant d'arrêter là son épopée, ce qui parut le flatter grandement. Je profitai de cet abri pour introduire adroitement une question personnelle. Depuis le début des préparatifs, je n'avais jamais douté que je serais admis à suivre les chasseurs, mais ni mon père ni mon oncle ne l'avaient dit expressément, et je n'avais jamais osé poser la question par crainte d'un refus catégorique. C'est pourquoi je pris un billet. Et le chien, dis-je, est-ce qu'il ne vous faudra pas un chien? Il serait bon d'en avoir un, dit l'oncle, mais comment nous procurer un chien dressé? Est-ce qu'il n'y en a pas chez les marchands? Oui, dit mon père, mais ça vaut au moins 50 francs. C'est de la folie, s'écria ma mère. Oh, que non, dit l'oncle, et si un bon chien ne
500. Et puis, dit ma tante, qu'est-ce que nous en ferions après la chasse? Après la chasse, il faudrait le revendre à moitié prix. Et d'ailleurs, ajouta l'oncle, il est très dangereux d'entretenir un chien dans la maison d'un bébé. C'est vrai, dit Paul, il pourrait manger le petit cousin. Je ne crois pas, mais il pourrait, sans le vouloir, lui donner des maladies. Une angine, s'écria Paul. Moi, je sais ce que c'est, mais moi, ce n'est pas un chien, c'est le courant d'air. Je n'insistais pas. Il n'y aurait pas de chien, c'est donc qu'il comptait sur moi pour retrouver le gibier abattu. On ne l'avait pas dit, mais c'était évidemment sous-entendu. Il n'était pas nécessaire d'obtenir une promesse solennelle, surtout devant Paul, qui avait exprimé son intention de suivre la chasse de loin avec du coton dans les oreilles. Prétention insoutenable qui eût pu faire grand tort aux miennes. Je me tus donc prudemment. Après le déjeuner, les grandes personnes firent la sieste. Nous profitâmes de cet intervalle pour mettre des gouvernails aux cigales, c'est-à-dire que dans le derrière des pauvres chanteuses, soudain muettes, nous plantions la queue d'une feuille d'amandier, puis je les lançai en l'air. Elles volaient alors au hasard, et leur circuit extravagant nous faisait rire de bon cœur. Vers les 3 heures, mon père nous héla. Venez ici, cria-t-il, et restez derrière nous. Nous allons essayer les fusils. L'oncle Jules avait solidement attaché l'arquebuse à 2 grosses branches parallèles et déroulé une longue ficelle dont une extrémité commandait la gâchette. À 10 pas du fusil, il s'arrêta. Ma mère et ma tante, accourues, nous forcèrent à reculer encore plus loin. Attention, dit l'oncle, j'ai mis triple charge, et je vais tirer les 2 coups à la fois. Si le fusil explose, les éclats pourraient siffler à nos oreilles. Toute la famille se mit à l'abri derrière des troncs d'olivier, et chacun risquait un œil. Seuls, les hommes restèrent à découvert, héroïques. L'oncle tira la ficelle, une détonation puissante ébranla les airs, et mon père courut vers l'arme ligotée. Il a tenu le coup, cria-t-il, et il coupait joyeusement les liens. L'oncle ouvrit la culasse et l'examina de fort près. C'est parfait, déclara-t-il enfin, ni fêlure, ni dilatation. Augustine, je réponds maintenant de la sécurité de Joseph. Ce fusil est aussi résistant qu'une pièce d'artillerie. Et comme les femmes s'éloignaient, rassurées, il dit à voix basse à mon père. Cependant, il ne faudra pas exagérer. Je puis évidemment vous affirmer qu'avant cette épreuve, cette arme était parfaite, mais il arrive quelquefois que l'expérience en elle-même compromette la solidité du canon. C'est un risque qu'il faut accepter. Nous allons maintenant vérifier le groupement des plombs. Il tira un journal de sa poche, le déplia et partit à grands pas vers les cabinets au bout de l'allée d'Iris. Il a la colique, dit Paul. Mais l'oncle Jules n'entra pas dans la guérite. Il fixa sur la porte, au moyen de 4 punaises, le journal déployé, et revint à grands pas vers mon père. Il chargea son fusil d'une seule cartouche. Attention, dit-il. Il épaula, visa une seconde et tira. Paul, qui s'était bouché les oreilles, s'enfuit vers la maison. Les 2 chasseurs s'approchèrent du journal. Il était criblé de trous, comme une passoire. L'oncle Jules l'examina longuement et parut satisfait. Ils sont bien groupés. J'ai tiré le canon choc. À 30 mètres, c'est parfait.
cible en place, mon père chargea son fusil. Ma mère et ma tante, attirées par la première détonation, étaient revenues sur la terrasse. Paul, à demi caché derrière le tronc du figuier, regardait d'un œil, l'index enfoncé dans l'oreille. L'oncle se replia au trot et dit « Allez-y !» Mon père visa. Je tremblais qu'il ne manquât la porte. C'eût été l'humiliation définitive et l'obligation, à mon avis, de renoncer à la chasse. Il tira. La détonation fut effrayante et son épaule tressaillit violemment. Il ne parut ni ému ni surpris et s'avança vers la cible d'un pas tranquille. Je le devançai. Le coup avait frappé le milieu de la porte, car les plombs entouraient le journal sur les 4 côtés. Je ressentis une fierté triomphale et j'attendais que l'oncle Jules exprimât son admiration. Il s'avança, examina la cible, se retourna et dit simplement « Ce n'est pas un fusil, c'est un arrosoir. » Il l'a frappé en plein milieu, dis-je avec force. « Ce n'est pas mal tiré, dit-il avec condescendance, mais une perdrix qui s'envole n'a pas grand-chose de commun avec une porte de cabinet. On va maintenant essayer les plombs de 4, de 5 et de 7. » Ils tirèrent encore 3 coups de fusil chacun, toujours suivis d'examens et de commentaires de l'oncle. Enfin, il s'écria « Pour les 2 dernières, on va tirer les chevrotines. Serrez bien votre crosse, Joseph, car j'ai mis une charge et demie de poudre. Et vous, mesdames, bouchez-vous les oreilles, car vous allez entendre le tonnerre. » Ils tirèrent en même temps. Le fracas fut étourdissant et la porte tressaillit violemment. Ils s'avancèrent tous les 2, souriants et satisfaits d'eux-mêmes. « Tonton, demandai-je, est-ce que ça aurait tué un sanglier ?»« Certainement, s'écria-t-il, à condition de le toucher. Au défaut de l'épaule gauche. Exactement. » Il arracha les journaux superposés et je vis incrustés profondément dans le bois une vingtaine de petites billes de plomb. « C'est du bois dur, dit-il, elles n'ont pas traversé. Si nous avions eu des balles… » Heureusement, il n'en avait pas eu, car à travers la porte massacrée, nous entendîmes une faible voix. Elle disait, incertaine, « Est-ce que je peux sortir maintenant ?» C'était la bonne. La date de l'ouverture approchait et l'on ne parlait plus que chasse à la maison. Après la longue suite des récits épiques, l'oncle Jules en était arrivé aux explications et démonstrations techniques. À 4 heures, après la sieste, il disait « Joseph, je vais vous décomposer le coup du roi, qui est aussi le roi des coups. D'abord, écoutez-moi bien. Vous êtes caché derrière une haie, et votre chien décrit un cercle autour de la vigne. Il connaît son métier, les perdreaux vont venir droit sur vous. Alors, vous faites un pas en arrière, mais vous n'épaulez pas encore, parce que le gibier verrait votre fusil et il aurait le temps de prendre la tangente. Dès que les volatiles paraissent dans mon champ visuel, j'épaule, je vise, mais au moment de tirer, d'un coup sec, vous relevez le bout du canon d'une dizaine de centimètres, tout en pressant sur la gâchette, et vous baissez la tête en faisant le dos rond. Pourquoi ? Dit mon père. Parce que si votre tir est bien ajusté, vous allez recevoir en pleine figure un volatile d'1 kilo lancé à 60 à l'heure. Passons maintenant à la pratique. Marcel, va me chercher mon fusil. Je courais à la salle à manger et je revenais à pas lents, portant un
avec respect cette arme précieuse. L'oncle ouvrait toujours la cuirasse pour voir si le fusil n'était pas chargé. Puis il allait se poster derrière la haie du jardin. Mon père, Paul et moi, nous formions un demi-cercle autour de lui. L'oncle, les sourcils froncés, l'oreille tendue, le dos voûté, essayait de voir à travers les feuilles, non pas ce pauvre chemin pierreux, mais les vignes dorées du Roussillon. Soudain, il lançait deux aboiements aigus et brefs, puis, soufflant puissamment entre ses lèvres molles, il imitait l'envol ronflant d'une compagnie de perdreaux. Alors, il faisait le pas en arrière et regardait intensément le ciel au ras de la haie. Puis il épaulait vivement, donnait le petit coup sec et criait pan, pan, sur quoi nous rentrions tous les quatre la tête dans nos épaules contractées et nous demeurions immobiles, les yeux fermés, prêts à supporter le choc d'un volatile d'1 kilo lancé à 60 à l'heure. L'oncle nous délivrait en disant pom, pom, car deux perdrix étaient tombés derrière nous. Il les cherchait un instant du regard, puis allait les ramasser l'une après l'autre, car ces démonstrations, il ne faisait que les doubler. Enfin, sifflant son chien, il retournait s'asseoir à l'ombre du pas pesant du chasseur fatigué. Mon père, pensif, disait « Ça ne doit pas être bien facile. » Oh, il faut de l'entraînement. J'avoue que je n'ai jamais entendu dire qu'un débutant l'ait réussi du premier coup. Mais si vous avez des dispositions, ce que j'ignore encore, il est bien possible que l'année prochaine, essayez-le donc tout de suite. Et mon père, docile, prenait à son tour le fusil et répétait fidèlement la pantomime de l'oncle Jules. Parfois, le matin, il m'emmenait avec lui sur le chemin du vallon de Rapon, qui était bordé d'une haie d'arbustes, et là nous répétions en cachette le coup du roi. Je jouais le rôle de la perdrix, puis, au moment de m'envoler, je lançais de toutes mes forces une pierre par-dessus la haie, et mon père essayait de la suivre du bout de son fusil brusquement épaulé. Ensuite, pour le tir au lapin, je lançai dans l'herbe, sans le prévenir, une vieille boule moisie, épave d'un jeu de quilles disparu que j'avais trouvé dans le jardin. D'autres fois, il m'envoyait me cacher dans un buisson et me donnait l'ordre de fermer les yeux. Là, j'attendais, les oreilles grandes ouvertes et attentif au moindre craquement. Soudain, il posait la main sur mon épaule et disait « Est-ce que tu m'as entendu venir ?» Ainsi, mon père préparait l'ouverture avec une application si minutieuse et si humble que, pour la première fois de ma vie, je doutais de sa toute-puissance et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Enfin, l'aube se leva sur la veille du grand jour. Ils essayèrent d'abord leur tenue de chasse. Papa avait acheté une casquette bleue qui me parut du plus bel effet, des jambières en cuir marron et des souliers montant à semelles de corde. L'oncle Jules portait un béret basque, des bottes lacées par devant et une veste tout à fait spéciale dont il faut que je dise un mot parce que c'était un vêtement très remarquable. À première vue, ma mère déclara « Ce n'est pas une veste, c'est 30 poches cousues ensemble. » Il y en avait jusque dans le dos. Je m'aperçus plus tard que cette richesse avait ses défauts. Lorsque l'oncle cherchait quelque chose dans ses poches, il tâtait d'abord le drap, puis la doublure, puis les deux à la fois afin de repérer l'objet. Le plus difficile était ensuite de découvrir par quelle voie il était possible de parvenir jusqu'à lui.
C'est ainsi qu'un petit merle, oublié dans ce labyrinthe, signala sa présence 15 jours plus tard par une épouvantable odeur. Il fut aisément localisé par le nez de la tante Rose et par la vue d'un triste bec jaune qui avait traversé la doublure. L'oncle sonda plusieurs ouvertures de poche, ce qui lui permit de découvrir une oreille de lapin, de la bouillie d'escargot et un vieux cure-dent qui se planta sous l'ongle de son index. Mais pour l'extraction du cadavre, il fallut recourir aux ciseaux. Cependant, le jour de l'essayage, la veste fit un grand effet et sembla promettre abondance de gibier. La cérémonie devant le miroir fut assez longue et les chasseurs semblaient s'y complaire. Mais leurs femmes les déshabillèrent pendant qu'ils étaient encore à se mirer et prirent en main leurs vêtements pour en consolider les boutons. Les fusils furent, une fois de plus, astiqués et graissés, et j'eus l'honneur d'enfoncer les cartouches dans les ceintures à godets de cuir. Puis ils étudièrent la carte d'état-major, une loupe à la main. Nous monterons derrière la maison, dit l'oncle, jusqu'à Redounéo, que voici. Il plantait dans la carte une épingle à tête noire. Jusque-là, nous ne verrons pas grand-chose, peut-être des grives ou des merles. Ce serait déjà très intéressant, dit mon père. Bagatelle, dit l'oncle. Notre gibier, ne nous faisons pas d'illusions, ce n'est évidemment pas la partavelle, mais c'est au moins la perdrix, le lapin et le lièvre. Je crois que nous en trouverons aux escauprés. C'est du moins ce que m'a dit mon des papillons. Donc, à Redounéo, nous descendons sur les escauprés. Nous les remontons jusqu'au pied du Taoumé, que nous contournerons à droite pour atteindre le puits du Mûrier. C'est là que nous déjeunerons vers midi et demi. Ensuite, mais je n'entendis pas la suite, car je réfléchissais à mon plan. Il était maintenant indispensable de poser la question nettement et d'obtenir la confirmation de mes certitudes d'ailleurs un peu ébranlées par l'attitude passive de l'entourage. On n'avait pas parlé de mon costume. Sans doute pensait-on que le mien était bien suffisant pour un chien de chasse. Un matin, j'avais dit à la bonne que j'attendais impatiemment l'ouverture. Cette créature avait ri et m'avait répondu « Il ne faudrait pas t'imaginer qu'ils vont te mener avec eux ». Propos absurde d'une idiote à laquelle je regrettais d'avoir adressé la parole. Ce qui m'inquiétait davantage, c'était qu'il me semblait sentir une certaine gêne chez mon père et qu'il avait dit plusieurs fois à table, sans aucun motif, que le sommeil était indispensable aux enfants, à tous les enfants sans exception, et qu'il était dangereux de les réveiller à 4 heures du matin. L'oncle avait abondé dans son sens, et il avait même cité des exemples de petits garçons qui étaient devenus rachitiques ou tuberculeux parce qu'on les faisait lever trop tôt tous les jours. J'avais pensé que ces discours s'adressaient à Paul afin de le préparer à son éviction de la chasse, mais j'en avais gardé une impression fort peu plaisante et comme un petit doute gênant. Je pris mon courage à deux mains. Il fallait d'abord éloigner Paul. Il était justement devant la porte, très occupé à gratter le ventre d'une cigale qui chantait de plaisir ou peut-être hurlait de douleur. Je lui tendis le filet à papillons et je lui révélai qu'au fond du jardin, je venais de voir un oiseau-mouche blessé qu'il lui serait facile de capturer. Cette nouvelle l'excita grandement. Il lâcha la cigale et dit « Allons-y vite ». Je lui répondis qu'il m'était impossible de l'accompagner parce qu'on m'imposait
proposer un bain avec du savon. Je pensais exciter sa pitié et faire naître en même temps la crainte qu'on ne lui infligeât le même traitement. Je réussis pleinement, car attiré par l'oiseau-mouche et chassé par le bain, il m'arracha le filet et disparut sous les genêts. Je rentrai dans la maison au moment où l'oncle Jules repliait la carte en disant 12 kilomètres dans les collines, ce n'est pas excessif, mais ça fait tout de même une trotte. Je dis bravement moi, je porterai le déjeuner. Quel déjeuner? Dit l'oncle. Le nôtre. Je prendrai 2 musettes et je porterai le déjeuner. Mais où donc? Dit mon père. Cette question me coupa le souffle, car je vis qu'il faisait semblant de ne pas comprendre. Je fonçai désespérément et je parlais à toute vitesse, en prenant à peine le temps de respirer. À la chasse, dis-je. Moi, je n'ai pas de fusil, c'est tout naturel que je porte le déjeuner. Vous, ça pourrait vous gêner. Et puis, si vous le mettez dans le carnier, il n'y aura plus de place pour mettre le gibier. Et puis, moi, quand je marche, je ne fais pas de bruit. J'ai bien étudié les peaux rouges. Je sais marcher comme un comanche. La preuve, c'est que j'attrape des cigales tant que je veux. Et puis, moi, je vois de loin. Et l'autre jour, c'est moi qui vous ai fait voir l'épervier, et encore, vous ne l'avez pas vu tout de suite. Et puis, vous n'avez pas de chien, et les perdrix, quand vous les tuerez, vous ne pourrez pas les retrouver, tandis que moi, je suis petit, je me faufile dans les broussailles. Et puis, comme ça, pendant que je les chercherai, vous pourrez en tuer d'autres, et puis... Viens ici, dit mon père. Il posa sa grande main sur mon épaule et me regarda dans les yeux. Tu as entendu ce qu'a dit l'oncle Jules. 12 kilomètres dans les collines. Tu as de bien petites pattes pour marcher si longtemps. Elles sont petites, mais elles sont dures, dis-je. Touche-les, c'est comme du bois. Il me tâta les mollets. C'est vrai que tu as de bons muscles. Et puis, je suis léger, moi. Je n'ai pas des grosses fesses comme l'oncle Jules. Ça fait que je ne suis jamais fatigué. Oh, dit l'oncle Jules, trop heureux de détourner la conversation. Je n'aime pas beaucoup qu'on se permette de critiquer mes fesses. Mais je n'acceptais pas la discussion, et j'enchaînais. Elles ne sont pas grosses, les sauterelles, et pourtant elles sautent bien plus loin que toi. Et puis, quand l'oncle Jules avait 7 ans, son père l'emmenait toujours à la chasse. Et moi, maintenant, j'ai 8 ans et demi passés. Et pourtant, il a dit que son père était sévère. Alors c'est une injustice. Et puis, si vous ne me voulez pas, moi, je vais tomber malade. Et déjà, j'ai un peu mal au cœur. Sur quoi, je courus au mur, et contre mon bras replié, je me mis à pleurer bruyamment. Mon père ne savait que dire, et il caressait mes cheveux. Ma mère entra et, sans un mot, me prit sur ses genoux. J'étais au comble du désespoir. D'abord parce que cette ouverture m'apparaissait comme un grand départ vers l'aventure, vers les hautes garrigues inconnues que je regardais depuis si longtemps. Et surtout, je voulais aider mon père dans son épreuve. Je me glisserais dans les broussailles et je rabattrais le gibier sur lui. S'il manquait un perdreau, je dirais « je l'ai vu tomber » et je rapporterai triomphalement quelques plumes que j'avais ramassées dans le poulailler afin de lui donner confiance. Mais cela, je ne pouvais pas le dire, et mon amour déçu me brisait le cœur. Mais aussi, dit ma mère sur un ton de reproche, vous lui en avez trop parlé. Ce serait dangereux, dit mon père, surtout le jour de l'ouverture. Il y aura d'autres chasseurs dans la colline. Il est petit et
broussailles, on pourrait le prendre pour un gibier. Mais moi, je les verrai, les chasseurs, criai-je entre deux sanglots. Et alors, si je leur parle, ils comprendront que je ne suis pas un lapin. Eh bien, je te promets que tu viendras avec nous dans 2 ou 3 jours, quand je serai mieux entraîné et que nous n'irons pas si loin. Non, non, je veux faire l'ouverture. Alors l'oncle Jules se montra grand et généreux. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, dit-il, mais à mon avis, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Allons, ne pleure plus. Il portera notre déjeuner, comme il l'a proposé, et il nous suivra bien gentiment, à 10 pas derrière les fusils. Il se tourna vers mon père. C'est d'accord, Joseph? Si vous êtes d'accord, moi aussi. La reconnaissance, qui me faisait verser de nouvelles larmes, m'étouffa. Ma mère me caressa doucement la tête et baisa mes joues mouillées. Alors je bondis sur mon oncle, je l'escaladai et je serrai sa grosse tête sur mon cœur battant. Calme-toi, disait mon père. Après 2 gros baisers bien appliqués, je descendis d'un bond, je baisai la main de mon père et, levant les bras au ciel, j'exécutai une danse sauvage terminée par un bond qui me porta sur la table, d'où j'envoyai 1000 baisers aux assistants. Seulement, dis-je ensuite, il ne faudra pas en parler à Paul, parce qu'il est trop petit, il ne pourrait pas marcher si loin. Et, dit mon père, tu vas donc mentir à ton frère? Je ne mentirai pas, mais je ne lui dirai rien. Mais s'il t'en parle, dit ma mère, je lui mentirai parce que c'est pour son bien. Il a raison, dit mon oncle. Puis, me regardant bien dans les yeux, il ajouta: Tu viens de dire une parole importante. Tâche de ne pas l'oublier. Il est permis de mentir aux enfants lorsque c'est pour leur bien. Il répéta: Ne l'oublie pas. Mais Paul arrivait, assez penaud de ne pas avoir trouvé l'oiseau blessé, et la conversation s'arrêta brusquement. Pendant le dîner, ma joie était si grande que je n'arrivais pas à manger, malgré les observations de ma mère. Mais l'oncle ayant parlé de l'appétit des chasseurs comme un trait caractéristique de cette race, je dévorai ma côtelette et je redemandai des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il te prend? Dit mon père. Je prends des forces pour demain. Qu'est-ce que tu comptes faire demain? Demanda l'oncle sur un ton d'affreuse curiosité. Eh bien, dis-je, l'ouverture. L'ouverture? Mais ce n'est pas demain, s'exclama-t-il. Demain, c'est dimanche. Est-ce que tu crois qu'il est permis de tuer les bêtes du bon Dieu le jour du Seigneur? Et la messe, alors, qu'en fais-tu? C'est vrai, ajouta-t-il, que vous êtes une famille de mécréants. Et voilà pourquoi cet enfant a l'idée folle que l'on peut ouvrir la chasse un dimanche. Je fus consterné. Mais alors, quand est-ce? C'est lundi, après-demain. C'était une désolante nouvelle, car cette journée d'attente allait être un très long martyre. Que faire? Je me résignai, de fort mauvaise grâce, mais sans mot dire. Puis, l'oncle Jules ayant annoncé qu'il tombait de sommeil, tout le monde alla se coucher. Quand ma mère eut bordé le petit Paul, elle vint me donner le baiser du soir et me dit: Demain, je vous finirai les nouveaux costumes d'Indien pendant que tu fabriqueras les flèches. Et pour le déjeuner, il y aura de la tarte aux abricots avec de la crème fouettée. Je compris qu'elle me promettait ce régal pour atténuer ma déconvenue.
baisai les mains tendrement. Mais dès qu'elle fut sortie, le petit Paul parla. Je ne le voyais pas parce qu'elle avait soufflé sur la flamme de la bougie. Sa petite voix était calme et froide. Moi, je le savais qu'il ne te mènerait pas à l'ouverture. Moi, j'en étais sûr. Je répondis hypocritement. Je n'ai jamais demandé à y aller. L'ouverture, ce n'est pas pour les enfants. Tu es un grand menteur. Moi, j'ai vu tout de suite que l'oiseau-mouche, ce n'était pas vrai. Alors je suis vite revenu et je me suis mis sous la fenêtre et j'ai entendu tout ce que vous avez dit et tout ce que tu as pleuré. Et même, tu as promis qu'il faut me dire des mensonges. Mais moi, je m'en fous bien d'aller à la chasse. Les vrais coups de fusil, ça me fait trop peur. Mais quand même, tu es un menteur, et l'oncle Jules est encore plus menteur que toi. Pourquoi? Parce que c'est demain. Moi, je le sais. Maman a fait l'omelette aux tomates cet après-midi, et puis elle l'a mise dans les carniers avec un grand saucisson et des côtelettes crues, et du pain, et la bouteille de vin. Moi, j'ai tout vu, et les carniers, ils sont cachés dans le placard de la cuisine pour pas que tu les vois. Ils vont partir de bonne heure, et toi, tu te brosseras. Cette révélation était accablante, mais je refusais d'y croire. Alors, tu oses dire que l'oncle Jules a dit des mensonges? Moi, je l'ai vu habillé en sergent, l'oncle Jules, et il a une décoration, l'oncle Jules. Moi, je te dis qu'ils y vont demain, et puis ne me parle plus parce que j'ai sommeil. La petite voix se tut, et je restai les yeux grands ouverts, dans le doute et la nuit. A-t-on le droit de mentir quand on est sergent? Certainement non. La preuve, le sergent Bobillot. Mais je me rappelai soudain que l'oncle Jules n'avait jamais été sergent et que je venais de l'inventer dans mon désarroi. De plus, il y avait dans son passé la terrible histoire du parc Borelli. Quand j'avais découvert son imposture, qu'avait-il fait? Il s'était mis à rire, tout simplement, et sans la moindre confusion. Cependant, je cherchais des excuses à ce mensonge déjà très ancien pour diminuer sa valeur de preuve, lorsqu'un souvenir terrible traversa mon esprit. Dans l'après-midi même, quand j'avais eu la sottise de dire que j'allais mentir à Paul parce que c'était pour son bien, l'oncle Jules avait saisi la balle au bond. Il m'avait hautement approuvé pour signifier par avance sa criminelle comédie. Je fus désespéré par cette trahison, et mon père, qui n'avait rien dit, mon père qui était le complice muet d'un complot dirigé contre son petit garçon, et maman, ma chère maman, qui avait pensé à la consolante crème fouettée. Je m'attendris soudain sur mon triste sort, et je me mis à pleurer en silence. Au loin, la flûte d'argent de la chouette ajoutait à mon désespoir. Puis, un doute me revint. Paul était parfois démoniaque. N'avait-il pas inventé cette histoire pour se venger du coup de l'oiseau? Toute la maison paraissait dormir. Je me levai sans le moindre bruit, et je mis plus d'une minute pour faire tourner le bouton de la serrure. Sous la porte des autres chambres, je ne vis pas le trait de lumière. Je descendis sur mes pieds nus. Aucune marche ne craqua. Dans la cuisine, le clair de lune me permit de trouver les allumettes et une bougie. Alors, devant la porte du placard fatidique, j'hésitai un moment. Derrière cette plaque de bois mort, j'allais découvrir la scélératesse de l'oncle Jules ou la perfidie de Paul. Ce serait, de toute façon, une catastrophe sentimentale.
je fis tourner lentement la clé. Je tirai, le ventail vint à moi. J'entrai dans le vaste placard. Je haussai la bougie. Ils étaient là, les deux gros carniers de cuir fauve, avec leurs poches de filet. Ils étaient gonflés à crever et, de chaque côté, pointait le goulot bouché d'une bouteille. Sur une étagère, à côté des carniers, les deux cartouchières que j'avais garnies moi-même. Quelle fête se préparait! Une grande indignation me souleva, et je pris une décision farouche. J'irai avec eux, malgré eux. Je remontai dans ma chambre avec la légèreté d'un chat, et je fis mon plan. D'abord, il fallait garder les yeux ouverts. Si je m'endormais, j'étais perdu. Jamais de la vie je n'avais pu me réveiller à 4 heures du matin. Donc, ne pas dormir. En second lieu, préparer mes vêtements, que j'avais, selon mon habitude, jetés un peu partout. À quatre pattes, dans la nuit, je récupérai mes chaussettes, je les mis dans mes espadrilles. Après d'assez longues recherches, je trouvai ma chemise sous le lit de Paul. Je la remis à l'endroit, ainsi que ma culotte. Je les plaçai ensuite sur le pied de mon lit. Alors je me recouchai, assez fier de ma résolution prise, et j'ouvris les yeux de toutes mes forces. Paul dormait paisiblement. Deux chouettes se répondaient maintenant à intervalles réguliers. L'une n'était pas loin de ma fenêtre, sans doute dans le gros amandier. La voix de l'autre, un peu moins grave, mais plus jolie à mon avis, montait du vallon. Je pensais que c'était la femme qui répondait à son mari. Un mince rayon de lune passait par le trou du volet et faisait briller le verre sur ma table de nuit. Le trou était rond, le rayon était plat. Je me promis de demander à mon père l'explication de ce phénomène. Tout à coup, dans le grenier, les Loirs commencèrent une sarabande qui se termina par une bagarre avec des bonds et des cris pointus. Puis le silence se fit, et j'entendis, à travers la cloison, le ronflement de l'oncle Jules, le ronflement paisible et régulier d'un honnête homme ou d'un criminel endurci. À mon avis, avait-il dit, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Le cerf agile avait bien raison. Les visages pâles ont la langue double, et il avait eu l'audace de me mentir pour mon bien. C'était donc me faire du bien que me réduire au désespoir. Et moi, qui l'avais serré sur mon cœur si tendrement, je lui vouai solennellement une rancune éternelle. Je pensai ensuite à la trahison muette de mon père. Je me promis cependant de garder le silence sur cet épisode navrant, et je hâtai le pas sur un sentier bordé de broussailles sans épines qui caressaient mes mollets nus. Je portais un fusil long comme une canne à pêche qui étincelait au soleil. Mon chien, un épagneul blanc et feu, me précédait le nez à terre et lançait de temps à autre un aboiement plaintif tout à fait semblable au cri musical de la chouette. Un autre chien, de loin, lui répondait. Soudain, un oiseau énorme se leva. Il avait un bec de cigogne, mais c'était une partavelle. Elle vint droit sur moi, d'un vol rapide et puissant. Le coup du roi. Je fis le pas en arrière, je visai, je donnai le petit coup sec, et pan! Dans un nuage de plumes, la partavelle tomba à mes pieds. Je n'eus pas le temps de la ramasser, car un autre volatile venait encore droit sur moi. 10 fois, 20
sortir d'un fourré avec une horrible tête de menteur. Je lui offris tout de même de la crème fouettée et je lui abandonnai toutes mes bartavelles en lui disant: On a le droit de mentir aux grandes personnes quand c'est pour leur bien. Après quoi, je m'étendis sous un arbre et j'allais m'endormir lorsque mon chien vint me parler à l'oreille. Il dit dans un chuchotement: Écoute-les, ils partent sans toi. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer cette lecture. Je vous souhaite une bonne nuit, à vous aussi, plein de rêves comme ceux de Marcel peut-être, et je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de cette histoire.